Parce qu'il dit nous tuons, mais ce n'est pas assez dit. Voilà, le monde ne regarde pas, le monde se tait. Le monde se tait sur nos massacres. C'est frustrant pour nous qui massacrons. Après, le sous-entendu, c'est que c'est frustrant également pour les victimes, parce que les victimes meurent dans un silence, dans une certaine indifférence, dans l'anonymat. Est-ce que finalement ce personnage repousse une vérité? Est-ce que c'est parce qu'il a un doute lui-même? Ou c'est vraiment sa manière à lui d'ériger une sorte de barrière face à une réalité qu'il n'a pas envie de reconnaître? C'est vrai qu'il y a un vrai rapport quand même entre mes deux pôles, on va dire, parce que j'écris ma première pièce, Bate Kimboka, ça commence par une plaidoirie. Je suis à Lubumbashi, je plaide un procès très, très politique en 2016, je pense. Il y a... on nous oblige de plaider à 2h du matin. Jusqu'à le poète et la démonstration de l'inutilité de la sanction. La sanction, finalement, n'a aucun effet sur le sanctionné. Il est là, il est content, il éprouve du plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Avouons que ça commençait à nous manquer, et donc là c'est la reprise, c'est la rentrée, et on est très heureux de savoir que vous êtes très nombreux qui attendiez cette émission et à nous suivre ce soir. Alors pour cette reprise, émission spéciale, invité spécial, je vais d'abord vous présenter mon alter ego de ce soir. Avec lui, nous allons faire le débat. Il s'agit donc de professeur Madi. Est-ce que je dois t'appeler professeur sur ce... Madi. Alors c'est notre cher Madi qu'on ne présente plus, l'auteur des Voices, en tout cas pour ceux qui le suivent régulièrement. Et donc il est avec moi sur ce plateau pour faire le débat avec le poète. Alors vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Déjà, Tata Longhi, bonsoir. Bonsoir. Alors tu es notre principal invité de ce soir. Déjà bienvenue. Merci. Je me suis un peu renseigné sur toi et sur ton nom. Il semble que ça a une signification particulière. Que ça veut dire, si je ne m'abuse, le maître ou celui qui ouvre la voie, quelque chose comme ça. Alors si je me trompe, corrige-moi très vite. Ça veut dire Tata, c'est papa ou monsieur, et Longhi, c'est enseignant. Donc ça veut dire plus ou moins monsieur l'enseignant. Monsieur l'enseignant, donc le maître. Donc j'avais pas tout à fait tort. Alors donc ce soir entre soi, c'est un vrai plaisir. Toi on te présente plus beaucoup, parce que dans le monde culturel, tu as ton nom, tu as ton parcours. Mais on va parler de toi brièvement, on va parler également de ton œuvre. J'en profite pour l'annoncer à nos téléspectateurs. Tata Longhi vient de signer Le Poète, le titre est tout à fait évocateur. Et c'est un livre que je vous invite à découvrir. Particulièrement, et de ce soir on va essayer un peu de creuser dessus. Mais avant d'aller plus loin, puisqu'on a un peu notre idée de l'invité de ce soir, Madi, on s'était convenu que finalement c'est toi qui vas éventrer le boa. Donc je vais te laisser le soin de poser la première question à Tata. Première question, je pense qu'on a une prescription pour les crimes. Tu as tué combien de personnes avant d'écrire ce bouquin? Belle entrée à la matière. Non, j'ai tué personne, mais on a notre part de criminalité en chacun, et peut-être que dans ma tête, j'en ai quand même tué quelques-uns. Mais le crime est tellement présent dans notre vie, mais en particulier dans notre pays, depuis qu'on égrène les morts un peu tous les jours, depuis qu'on a 15 ans, pour ma part, par exemple, parce qu'on dit que la guerre a duré 30 ans. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, moi, depuis que j'ai 15 ans, on me dit qu'à Makobola, on a tué et tout. Et puis demain, on te dit que c'est à Beni. Et puis après, à Bunia. Et puis ici, les Mobondo. Donc, en fait, on est dans un quotidien de chapelet de mort qui fait que la mort est très présente dans nos vies. Le crime est très présent
dans nos vies. Et donc, quelque part, nous sommes tous plus ou moins... c'est tellement présent qu'on ne peut pas dire qu'on est simplement spectateur, on est forcément acteur de la tragédie. Donc, alors, à un moment, je me suis demandé, quand je lisais Le Poète, une pièce de théâtre en 3 actes, si je ne m'abuse, je me suis demandé si on était dans un cas de déformation professionnelle. Ceux qui nous suivent ne savent peut-être pas. Tu es aussi avocat. Je pense que tu es avocat d'affaires. Je suppose que tu as aussi fait du pénal. Et est-ce que, finalement, dans ta pièce, il n'y a pas un regard, en fait, sur l'univers carcéral que tu ne connais pas en tant que prisonnier, mais en tant que défendeur de prisonniers? Et est-ce que, finalement, il n'y a pas une sorte de déformation professionnelle? Moi, j'ai extrêmement peur de la prison. Je suis stressé quand je vais en prison. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas fait du pénal ma spécialité. Mais à la fois, je suis plutôt casanier, presque claustrophile, donc j'aime bien être l'enfermement. Mais après, la prison dans cette pièce, c'est une maison, en fait. C'est presque une maison de retraite pour quelqu'un qui revendique le crime et qui aurait bien voulu avoir une prison plus gratifiante. Il dit qu'on l'a abandonné, il aurait mérité la CPI parce qu'il estime qu'il a fait des grandes œuvres. Et donc il y a ce cadre carcéral qui, pour moi, est un endroit où on se révèle forcément, quoi, je pense. Je pense que ceux qui ont eu... Le premier mot qui est venu, c'est la chance. Mais... Alors, peut-être dans la même veine, justement, j'ai ressenti ce côté juriste, avocat, et on le ressent très fort à travers les choix des mots, au point que moi j'ai envie de savoir, est-ce qu'il faut nécessairement ou est-ce qu'il fallait nécessairement être avocat pour réussir l'écriture de ce livre? Après, moi quand j'écris, ce que je suis en tant qu'avocat, ça me sert surtout à savoir, à fixer les limites. Parce que j'écris aussi comme juriste. Et donc, et je dis souvent, d'ailleurs même à mes collaborateurs, à mes stagiaires, que quand on écrit du droit pour le droit, ce qu'on vit, c'est l'efficacité. Mais le souci de la beauté, en fait, devient un instrument d'efficacité. Alors que la poésie, je pense le dire même à un endroit, c'est une apparente futilité. C'est presque inutile de base. Mais c'est justement ça qu'il y a cette richesse. Donc, si ça me sert à quelque chose, le droit, c'est surtout pour savoir ce que je ne dois pas faire quand je fais de la littérature. Et ça s'est construit parce que ça n'était pas évident au début sur mes premières œuvres de savoir me détacher de la peau. Bien sûr. C'est assez intéressant ce que tu dis, pour revenir sur ce que tu dis, parce que tu dis ça te permet finalement de limiter ton écriture, de pouvoir l'encadrer. Mais on a 3 auteurs, on a 3 personnages majeurs. J'invite ceux qui nous regardent d'ailleurs à lire Le Poète. On a 3 personnages majeurs qui, chacun, à leur tour, défendent leur cause. En fait, on assiste à 3 plaidoiries dans une cellule qui est le prétoire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est tellement bien fait que même le gardien de cellule, on a l'impression qu'il est dans la cellule, alors qu'à certains moments, on nous dit qu'il est de l'autre côté et qu'il y a les barreaux qui le séparent physiquement des deux qui se parlent. Mais on a l'impression qu'on a assisté à un procès, mais un procès sur des hypothèses qui sont totalement aberrantes. Le poète revendique la beauté dans le crime. La dame qui est là revendique quoi? Elle est en quête de paternité, elle revendique une filiation. Et le gardien qui est censé représenter la justice, la société, revendique sa propre existence en tant que gardien. Parce qu'il passe son temps à se faire rabrouer et par le poète et par la jeune fille. Et vraiment, alors quand tu me dis que c'est une contrainte pour ne pas dire, mais est-ce que ça t'a pas profondément, c'est pas profondément ancré en toi?
puisque finalement, on voit un développement d'argumentaires divers sur des causes totalement Oui, bien sûr. différentes. Après, sur le style de l'écriture, je pense que je sais absolument switcher, on va dire, du juriste au littéraire. Mais je reste profondément avocat. C'est quelque chose que je revendique. Je dis que je suis profondément avocat. Je pense que je l'étais avant d'étudier le droit. C'est vraiment... j'ai plaidé enfant face à des aînés. Ça finissait pas toujours bien d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est peut-être pour ça que mes 2 premières œuvres que je considère importantes sont des pièces de théâtre, parce que ça donne justement de l'espace à de la plaidoirie. Forcément, ça donne de l'espace à la plaidoirie parce qu'on parle à tour de rôle, plus ou moins. Et le nombre d'intervenants est limité. Voilà, donc on a le temps. Et puis, souvent, mes dialogues ne sont pas des courts dialogues. C'est des tirades où c'est parti. Bien sûr que il y a de la plaidoirie, il y a du procès en cela, mais l'écriture, c'est forcément toujours un peu un procès. C'est pas toujours Kafka. Pas dans cette proportion, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est toujours un procès. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une thèse, même quand on s'en défend. Ouais. Et donc, forcément, on fait parler les gens. On leur fait dire parfois le contraire de ce que l'on pense, mais pour mieux mais pour mieux souligner justement sa propre thèse. Donc, alors cette capacité à switcher justement, pour reprendre le mot que tu as si bien évoqué, elle transparaît. Et donc on a l'impression effectivement que l'influence de l'avocat est présente dans chaque personnage d'ailleurs, mais atténuée effectivement par cette propension de règles de droit, mais aussi d'actes poétiques, j'ai envie de dire. Je vais prendre un exemple. C'est un de vos personnages, justement le poète. Alors, je ne sais pas si je dois considérer que c'est le personnage principal, puisqu'il y en a 3 dans tous les cas, mais c'est l'un des personnages majeurs. Voilà ce qu'il dit dans un dialogue. Chut, toi, tu n'écoutes pas le vent. Tu es insensible à la poésie, toi. C'est très beau tout ça. Mais j'aime bien ce mot. Moi, verdict. Donc là, on bascule, parce qu'on est en plein dans le droit. Verdict. Le verdict, c'est le verdict. C'est poétique, ça. Le jugement, c'est vulgaire. C'est long, on t'explique des choses. Jugement dernier, c'est loin. Mais le verdict, c'est tranchant. Tu sais que c'est bon quand c'est tranchant. Tu ne peux pas savoir, tu n'as jamais coupé des têtes. Bref, il y a constamment ce mélange qui, pour ma part, crée une certaine beauté. Et donc, cette influence, finalement, on ne sait pas s'en départir. Après, c'est vrai qu'il y a un vrai rapport quand même entre mes deux pôles, on va dire. Parce que j'écris... Ma première pièce, Bate Kimboka, ça commence par une plaidoirie. Je suis à Lubumbashi, je plaide un procès très, très politique en 2016, je pense. Il y a... on nous oblige de plaider à 2h du matin parce que c'était politique. On ne voulait pas nous donner du répit. Ils voulaient leur procès, ils voulaient le même soir. Donc, on a commencé à 7h du matin. À 2h du matin, on plaidait encore. Et donc, moi, j'ai commencé par ma plaidoirie par dire que nous sommes comme dans une gare désaffectée et que nous attendons un train qui viendra peut-être pas. Mais j'ai la folie de penser que ce train qui est la justice, moi, je vais quand même le voir arriver ici grâce à vous. C'est ce que j'ai dit au juge. Pourquoi ? Parce que j'avais lu cette anecdote dans un courrier international où on parlait d'une histoire réelle d'une gare désaffectée quelque part dans le Katanga, mais où les fonctionnaires, les agents de la gare allaient au travail tous les jours, alors que ça faisait des années que le train n'arrivait plus. Donc cette image m'a toujours saisi. Et donc, je l'ai évoqué dans une plaidoirie que j'avais enregistrée d'ailleurs pour ensuite faire mes notes. Et en le relisant, je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose il y a une dramaturgie dedans et c'est comme ça que je suis... finalement, j'ai abouti à la pièce. Et le poète, c'est pas une plaidoirie, mais je me souviens d'avoir écrit un texte de plaidoirie, mais pas pour un vrai procès. C'était pour un concours quand j'étais un peu plus jeune, où j'évoquais
les morts des différentes guerres que je n'ai jamais envoyé ensuite, parce que ça aussi c'est quelque chose. J'écris beaucoup, mais j'ai beaucoup de mal à sortir mes textes, à les communiquer et tout ça. Mais ensuite, je pense que c'est quelque chose qui est resté dans ma tête. Et donc, cette manière d'égrener les morts et tout, que pour la bonne cause, on fait souvent d'ailleurs. Mais il y a comme on a parfois l'impression qu'il y a comme un plaisir à dire, nous avons nos 8 millions de morts, nos 12 millions de morts, nos 16 millions de morts. Et donc, moi, j'ai grandi avec ces nombres qui augmentent et cette revendication de nos morts presque comme un trophée et tout. Et donc, du coup, il y a ce rapport qui est quand même de l'ordre de la plaidoirie, parce qu'on revendique le mort, parce qu'on veut avoir quelque chose, mais aussi un peu, peut-être quelque chose d'un plaisir malsain. Parce que quand on veut nous les disputer, nos morts, on dit non, il n'y en a peut-être pas 12 millions. Mais je voudrais revenir, si tu permets. Oui. Je voudrais revenir sur plaisir malsain. C'est quelque chose qui m'a frappé dans cette pièce de théâtre. Nous sommes à un moment de la vie d'un homme qui est enfermé pour ses crimes, qui est dans une prison. Le verdict final a été donné. On sait qu'il va mourir. Mais il éprouve du plaisir. Et alors, à ce moment, se pose la question de la justice. On l'enferme pour l'enlever de la société, on l'enferme pour le punir, et lui, il revendique ça. Il l'assume. Il dit le plaisir qu'il a à être là, parce qu'il a commis des crimes contre l'humanité qu'on n'a jamais vus. Et c'est pour ça, comme on se le disait hors champ, il aurait même voulu être à la CPI. Et finalement, c'est quoi le message? Donc même quand on rend la justice, c'est injuste. Je suis passionné par les histoires de tueurs en série. Bon, ça ne plaide pas beaucoup pour moi. C'est une autre forme de plaisir malsain. Parce que mon autre passion, c'est la psychologie. Et j'ai toujours été passionné par les sociopathes. En tout cas, intrigué. Le processus qui conduit au crime ou un truc, ça me fascine. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'inutilité de la justice face à des sociopathes. Surtout que certains d'entre eux tuent pour être arrêtés. Ouais. Parce que c'est la voie par laquelle ils accèdent à la notoriété et tout ça. Voilà. Au point que dans certains pays, on a pris des mesures pour ne jamais divulguer leur identité, pour ne pas leur donner ce plaisir d'être célèbre finalement. Donc, c'est quelque chose de fascinant dans l'esprit humain. C'est quelque chose qui interroge la norme morale. Mais est-ce que c'est pas cruel? Parce que finalement, quand on lit le livre, quand on lit la pièce, tu arrives à un moment, tu te dis, heureusement qu'on l'a enfermé, ce type. Oui, et d'ailleurs la preuve, un extrait, justement pour illustrer tout ça, de ce personnage finalement, mais totalement cynique, dont on ne comprend pas le degré de cynisme, mais qui le revendique d'une certaine manière. Voilà ce qu'il dit dans un paragraphe. Il dit, qui sait, j'aurais peut-être fini à la CPI. C'est frustrant ce silence du monde sur Béni. On va revenir, parce que peut-être pour nos téléspectateurs, il faut raconter un peu l'histoire pour qu'on comprenne dans quelle trame on se situe. Mais c'est quelqu'un qui a vécu dans la région, qui a vécu les atrocités et qui a été un seigneur de guerre, qui a donné la mort par plaisir, et ce qu'il appelle un peu sa poésie. Il dit, c'est frustrant ce silence du monde sur Béni, sur nos exploits. Ces exploits, lui, qui se jouent encore aujourd'hui ici. Qu'est-ce que tu veux? Il faut observer le silence du monde, le respecter. C'est sans doute un silence de salubrité publique, internationale. Les mots sont choisis, ils sont forts. Un jour, notre mérite dans la grande histoire des massacres et de cruauté dans ce siècle sera reconnu. Je te jure. Au XVIIIe siècle, il a eu les négriers. Au XXe siècle, il a eu les nazis. Au XXIe siècle, c'est nous. Apparemment, pour le moment, le monde n'a pas besoin de savoir l'odyssée de toutes ces têtes coupées. Ou plutôt le mariage incestueux de cette terre avec la mort. Une ville charognard qui se nourrit des effluves de Maccabée, une terre linceul, une terre cercueil, une terre deuil. Et ici, c'est vraiment, on est dans la littérature et dans la rime à profusion, une terre funéraire, une terre funèbre, un livre condoléant sur les cartes géographiques, une gare, un terminus mortuaire. Et donc, cet extrait résume très bien justement ce paradoxe et qui est très bien construit dans la pièce justement entre
bah, finalement, une satisfaction à caractère malsain, on a presque envie de dire. Oui, mais après, les victimes, à la fin, ils plaident pour les massacreurs et pour les victimes. Parce qu'il dit, nous tuons, mais ce n'est pas assez dit. Voilà, le monde ne regarde pas, le monde se tait. Le monde se tait sur nos massacres. C'est frustrant pour nous qui massacrons. Après, le sous-entendu, c'est que c'est frustrant également pour les victimes, parce que les victimes meurent dans un silence, dans une certaine indifférence, dans l'anonymat. Mais en réalité, la question de la justice, c'est essentiellement une question de frustration. Et là aussi, peut-être l'avocat parle, parce que je pense que si on est professionnel de droit, on a autant de frustration que de satisfaction, peut-être plus de frustration que de satisfaction dans l'idée de la justice, parce que même quand on gagne, il y a des choses que la justice ne répare pas. Une mère qui perd son enfant unique qui a été tué, il n'y a aucune justice qui le lui rendra. Même si on assassine l'assassin, on tue l'assassin, aucune justice le rendra. Donc il y a toujours un peu cette insatisfaction face à l'appareil judiciaire. Mais là, on dépasse l'insatisfaction. Je veux dire, la réjouissance qu'a le poète est la démonstration de l'inutilité de la sanction. La sanction, finalement, n'a aucun effet sur le sanctionné. Il est là, il est content, il éprouve du plaisir. Et on pourrait même dire que la quête de filiation du deuxième personnage, qui est la jeune fille, pourrait perturber un moment ce poète en l'accrochant à la vie. Est-ce que c'est ma fille ou pas? Et finalement, ben non. Bah, quoique à un moment, oui. Hein. À un moment, oui, mais il reprend le dessus sur son finalement, naturel. Non. Bon, après, ce qui est rassurant, si tu veux, c'est que le poète, c'est un extrême exemple. La crainte de la sanction, ça marche pour la plupart des gens. Oui, sinon il n'y aurait pas de société, effectivement. Voilà. Mais c'est ça, en fait, la société. La société est construite sur on va dire des gens normaux, même si moi je considère que l'homme normal n'existe pas. C'est une fiction statistique. Et donc, par exemple, la sanction, ça marche pour les gens normaux. Et puis, il y a une élite du crime sur laquelle ça ne marche pas. La mafia, les terroristes, en fait, par exemple, c'est la même chose. Les terroristes, ils se condamnent à mort. Par exemple, les kamikazes, ils se condamnent à mort eux-mêmes. Qu'est-ce que vous pouvez leur faire? Oui, tout à fait. Oui, eux-mêmes se condamnent à mort. Et donc, même quand ils échappent à la mort, si vous les enfermez pour les assassiner, pour les tuer, ça veut rien dire. Bon, chaque fois que je parle de peine capitale, j'ai tendance à dire assassiner. Ça, c'est ma base d'anti-peine de mort. Donc, il y a ça, en fait. Il y a toujours un peu d'insatisfaction. Mais le but, c'est de maintenir un peu l'illusion pour l'ensemble. Parce que la société se construit sur la masse des gens qui se conforment et un peu sur ceux qui refusent de se conformer et qui obligent la société à pousser, à aller un peu plus loin. Je suis d'accord, mais quand on écoute des extraits qu'a lu Tigui, et on se rend compte que fondamentalement, cette pièce de théâtre aurait pu se passer sur une plage. On aurait eu le même effet. Le quatrième personnage qui aurait été la prison est finalement oblitéré au fur et à mesure qu'on découvre le poète. C'est-à-dire que plus il parle de ses crimes, plus il parle de son passé, moins son présent a de sens. C'est ça qui est magnifique. Et moi, c'est pour ça que cette pièce, je l'ai lue et relue. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est emprisonné, mais qui est libre, finalement. Puisque la prison n'a aucun effet sur lui. Dès lors où il fait de la prison sa propre propriété, et même c'est accentué par le fait que tu nous as fait un gardien de prison le plus nul de la Terre. Lui, il faut un Oscar de la nullité. Ce type, à part se faire rabrouer, je ne vois pas à quoi il sert. Et docilement, très docilement. Et très docilement. Hein. Mais après, entre la victime, un tout petit peu, qui est la fille, et le bourreau ultime, qui est le poète,
le gardien, c'est un peu nous, la société, qui regardons les deux. Voilà, on est observateur, on ne condamne pas assez, on est timoré face aux crimes les plus graves. C'est un peu c'est un peu la société. Il fait quand même quelques remarques de temps en temps. Oui, exactement comme... Des moments de velléité. Oui, exactement comme les quelques marches que nous faisons pour Goma de temps en temps à Kinshasa. Oui, c'est très timide. Oui, mais c'est vrai, il y a quelque chose de cruel, mais c'est la vie qui est comme ça. Et notre vie en particulier, nous, Congolais, notre souffrance depuis toutes ces années, ce pays où on habite, où depuis enfant on nous dit que Mbok est habienté, c'est quand même ça. Et quelque part, peut-être que j'ai voulu chercher une explication à l'inexplicable. Je dis, quelle peut être l'explication de quelqu'un qui massacre des innocents, qui entrent dans un village, qui tue les femmes? Alors, pourquoi cette explication ne serait pas quelque chose de complètement absurde? Voilà, il fait ça pour le plaisir, pour la beauté. Effectivement. Et là, il y a un grand débat. Il y a un grand débat qui peut être nourri pendant des heures entières. Mais heureusement, justement, que dans ce paysage assez cruel, à la fois dans les mots, à la fois dans la trame, parce que finalement, il y a une grande partie qui relate ce qui se passe à Beni en termes de crimes, en termes de viols, j'ai pu retrouver une certaine légèreté, même si elle est assez timide dans le texte. C'est justement ce deuxième personnage, cette fille, qui est à la recherche de son père qui n'est autre que le poète. Cette fille qui a vécu des conditions extrêmement difficiles, mais qui a reçu une révélation quand même de sa mère, sinon des indices, qui portent à penser que ce poète, justement, serait son père. Et donc à ce moment-là, il se construit un dialogue à la fois cru, mais à la fois qui va dans une démarche de vérité. Et on le ressent bien, à certains moments, le poète lui-même vacille un peu. J'ai envie de savoir, est-ce que c'était le souci justement d'introduire une certaine légèreté dans l'histoire, qui, elle, est une histoire qui nous saisit à tous les coups? Quelle a été la démarche de l'auteur à ce niveau-là? De l'humanité, effectivement. Oui, parce qu'en fait, s'il y a quelque chose que l'on apprend en étant avocat, c'est que personne n'est totalement noir, gris. Il y a toujours parfois des paillettes dans le plus noir personnage. Et donc, il y a effectivement une part d'humanité qu'il combat. Dieu merci, d'ailleurs. Qu'il repousse. Sinon... Voilà, donc il y a une part d'humanité qu'il combat, mais surtout il y a l'évocation de cette part d'humanité qu'il a eue à l'époque avec la mère de cette fille. Donc quelque part, c'est rassurant. Je veux dire qu'il y a de l'humain même dans le pire personnage. Hitler a été authentiquement amoureux d'Eva Braun. Les pires criminels sont parfois des pères attachants qui ont laissé des souvenirs à leurs enfants. Est-ce que finalement ce personnage repousse une vérité? Est-ce que c'est parce qu'il a un doute lui-même, ou c'est vraiment sa manière à lui d'ériger une sorte de barrière face à une réalité qu'il n'a pas envie de reconnaître? Parce qu'on voit que, le dénouement arrive très lentement entre cette nuit qu'il a passée avec cette femme qui est la mère de la jeune fille, qui est d'ailleurs superbement décrite de manière très poétique, je ne sais plus trop par la fille ou par lui-même, mais ça a été un moment justement qu'il a rappelé à son humanité, mais qu'il est en train de repousser constamment, jusqu'à arriver à une forme d'évidence où il est obligé effectivement, à demi-mot comme ça, d'avouer ou de ne pas avouer, d'ailleurs c'est selon, être le père de cette fille. Justement, à ce niveau-là, j'avais envie de savoir, en fait, est-ce que le père le sait dès le départ et que c'est une façon pour lui de se protéger, ou est-ce que les souvenirs lui reviennent au fur et à mesure que la fille donne des indices précis? Bon, à vrai dire, en écrivant, je n'ai pas résolu la question. Je ne sais pas s'il le sait, parce que la fin aurait pu être totalement différente, en fait. J'avais même rédigé une fin complètement différente où c'était vraiment clair, c'était pas lui, mais il le disait pas à la fille et tout. Je peux même le dire dans cette autre version,
c'était le gardien qui était le père. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ouais, donc, il y avait... ça aurait été ça, c'est intéressant. Non, parce qu'en fait, je pense que dans d'autres projets d'écriture que je développe, j'aime bien ce côté de double vérité, de double point de vue. Parce que au final, les romans donnent une toute puissance, les œuvres littéraires, les œuvres artistiques donnent parfois une toute puissance au créateur qui ne correspond pas à la vérité de la vie. Dans la vérité de la vie, il n'y a personne qui sait absolument toute la vérité. Il y a souvent des versions et on n'a pas la solution ultime sur les détails. Donc peut-être qu'il ne sait pas, mais dans tous les cas, il est dans l'évitement. Le plus important, c'est qu'il ne veut même pas savoir. Mais l'évitement, c'est quelque chose qui est particulier et que moi, j'ai découvert peut-être adolescent dans mon amour pour la psychologie, un peu la psychanalyse. J'ai l'impression que l'homme se construit moins dans ce qu'il embrasse que dans ce qu'il évite. Donc nous sommes vraiment beaucoup ce que nous évitons. Et ça, c'est vrai pour lui, c'est extrême pour lui, mais c'est dans nos vies, quoi. Donc les refus de paternité, il y a beaucoup de l'évitement là-dedans, et c'est des cas que nous rencontrons. Je vais te redonner la parole justement, mais j'aimerais avoir ton avis de lecteur, juste savoir si tu as ressenti les choses de la même manière que moi. Évidemment, on est dans une pièce de théâtre, on n'est pas forcément dans un roman, mais j'ai eu l'impression que la trame, elle se construisait avec un certain suspense. Mais j'ai eu aussi le sentiment qu'à un moment ou à un autre, ce suspense a été tué. Lorsque finalement, on a le dénouement de l'histoire où on voit plus ou moins que c'est lui le papa de l'enfant. Mais j'ai eu l'impression que tout ça était un peu presque téléphoné. Est-ce que dans la démarche de l'auteur, il y avait une volonté effectivement de surprendre le lecteur, ou alors dans ta construction, étant donné qu'on est quasiment dans la pièce de théâtre, les choses devaient aller de soi, mais de manière tout à fait graduelle? Je ne sais pas si tu as ressenti la même chose en termes d'attente, de suspense, voilà. En fait, je trouve vraiment ta question très intéressante, parce qu'en tant que lecteur, au début, je me demandais, mais qu'est-ce qu'on fait? Ce type a tort, il doit mourir. Moi, je voulais entrer dans le bouquin et puis tirer sur tout le monde, gardien compris, et je me demandais, mais qu'est-ce qu'elle fait, la fille, là? Et puis, petit à petit, on se rend compte qu'elle est en quête d'un père, ce qui est quand même quelque chose d'assez fondamental dans la psyché d'une jeune femme. Et puis on se rend bien compte qu'il est dans une tactique d'évitement, mais qu'il serait probablement le père. Mais quand on apprend que c'est le père, on se dit, mais finalement, pourquoi tout ça? Eh bien, ça renvoie au fait qu'il est en prison. En fait, le fait de savoir qu'il est le père a changé pour moi le regard que j'avais sur le poète. Ce n'était plus un criminel en prison, c'était un père en prison. Mais dès lors où il ne voulait pas de cette filiation, il ne voulait pas créer ou faire famille, je me suis dit qu'il reste en prison. Ouais. Ça m'a fait du bien. Est-ce qu'on a eu raison? Bon, après, moi, en littérature, mon amour secret, c'est Agatha Christie. Ah ouais, ça. Mais ça m'a toujours un peu énervé la manière dont elle finit ses romans et tout, avec ce criminel improbable. Mais après, finalement, en la lisant, beaucoup ont fini par deviner, mais ce criminel improbable. Donc, à la fois, j'aime un peu ces coups de théâtre à la fin, mais aussi avec la conviction que c'est pas, comment dire, c'est trop théâtral pour être vrai, au fait. Et donc, le suspense a quelque chose d'artificiel, toujours. Et un peu ma philosophie dans la vie, c'est que les buts sont importants, mais seulement parce qu'ils permettent de marcher. Et le chemin est tout aussi important. Donc, finalement, j'ai été tenté d'avoir des fins rocambolesques, totalement inattendues et tout ça. Au final, de dire, est-ce que le plus important, c'est comment on finit cette histoire ou comment on se promène à travers l'âme de ce poète. Et je pense qu'au final, c'est moins... Ça devient anecdotique la manière dont il finit. Au fait, le fait qu'il soit le père ou pas, au final, c'est peut-être anecdotique et que ce chemin est peut-être le plus important. Non, je ne suis pas d'accord parce que
tout récit est une évolution ou une régression de quelqu'un, d'un personnage, ou quelque chose. Et là, le récit, justement, prend un virage inattendu, puisqu'il nous oblige à le considérer autrement. Je veux dire, la personne qui lit le voit comme un meurtrier, et à la fin le voit comme un père. Et malgré tout ce qu'il a fait, est-ce qu'il ne doit pas faire famille ? C'est ça la question qu'on se pose. C'est pour ça que moi, j'ai aimé ce... Oui, mais peut-être que la démarche de l'auteur aussi, c'est de ne pas forcément prendre position. Non, l'auteur ne peut pas prendre position. Forcément. Donc de laisser cette réflexion sur cette dualité, justement, des personnalités. Ouais. De cette sorte de contradiction. En réalité, quand je dis que la fin n'est pas si utile, la fille a fait son choix, en fait. Oui, la fille, en venant le voir, veut qu'il soit son père. Oui, bien sûr. Donc, quelque part... du début à la fin, elle le voit au-delà du meurtre. Elle chevauche le côté criminel parce qu'elle veut voir le père derrière. C'est comme ça qu'elle dit je m'en fous un tout petit peu de ce que tu as fait. Cette démarche, elle le ramène à nous. Parce que le récit du poète l'éloigne de nous. C'est la part d'ombre, comme tu disais, qu'on ne veut pas avoir. Et d'ailleurs, pourquoi il se sent obligé de le lui jeter à la figure et un peu aussi au lecteur parce qu'il veut tenir à distance. Parce qu'en revendiquant la mort, il revendique un peu une forme de divinité aussi. Un Dieu qui est au-dessus et qui donne la mort. Mais là, on a aussi notre part de divinité parce que la fille lui rappelle qu'il a peut-être donné la vie. Mais ça reste Dieu, quoi. Il donne la vie, il donne la mort de manière un peu arbitraire. Dans la voice que je t'ai adressée, justement, je faisais ce parallèle avec Huis clos de Sartre, Jean-Paul Sartre. Et cette idée, finalement, que chacun des personnages, parce que c'est ça ce qui se passe dans la pièce Huis clos, les personnages sont en enfer, et finalement, chacun, entre guillemets, emmerde l'autre. Et donc, coexister est impossible. Et l'espace de la cellule m'a fait penser à Huis clos. C'est ce que j'ai ressenti au début. Mais les quêtes des trois personnages étaient tellement différentes que finalement, ils arrivent à coexister ensemble. Et ça, c'est quelque chose que je trouve que tu as superbement bien mené, en fait. On s'attend à ce que ça soit des gens... Moi, quand je commence la pièce, je sais pas pour toi, je me dis, ils vont s'étriper. Ça va finir en bain de sang. Parce que, comme je dis, le gardien est intégré à la cellule, alors qu'il est en dehors de la cellule. C'est le poète et la fille qui sont dans la cellule, il est en dehors de la cellule. Mais la manière dont les choses sont rencontrées, on a l'impression qu'ils sont dans la cellule. Je dis, ça va finir par un bain de sang. Et finalement, c'est à la fois un huis clos, mais qui n'en est pas un, et qui me ramène à une vérité fondamentale. Nous sommes mauvais. Mais nous sommes mauvais de différentes natures et à différents degrés. C'est vraiment ça que je dis. Alors que les téléspectateurs ne se fâchent pas. Ou alors on est bon, à différents degrés. Mais justement, c'est ça, tu me l'enlèves de la bouche. C'est pour ça que je disais les téléspectateurs ne se fâchent pas. Ou on voit ça autrement. On est bon à différents degrés. Parce que, finalement, éprouver du plaisir, même pour des choses qui sont fondamentalement mauvaises, c'est humain. Rechercher son père, c'est humain. S'indigner comme s'indigne le gardien devant les actes, c'est humain. Et donc on en revient à ce que tu dis, c'est bon, c'est de la bonté ou de l'humanité à différents degrés. Mais c'est important de dire, de souligner le fait que l'humain enfin la méchanceté se trouve en nous. J'ai eu une conversation dernièrement avec les jeunes gens avec qui je travaille et on parlait justement du fait qu'on pouvait être méchant et trouver du plaisir. L'un d'eux me racontait comment il trouvait du plaisir chaque fois qu'une de ses ex était dans le malheur. Voilà. Une fille qu'il avait quittée et qui allait dans une autre relation et puis ça ne se passait pas bien. Il a dit, c'est peut-être pas bien, mais si je dis que je suis heureux de la voir heureuse là où elle va, je mens. Et je dis, n'aie pas honte de le dire, parce qu'en fait, c'est déjà le regarder en face, ça nous permet de nous gérer, comme disent les Ivoiriens. Parce que tu sais exactement, il faut connaître la part de
méchanceté que l'on porte en soi pour la gérer et pour savoir vivre avec sans être trop mauvais pour les autres. Parce que c'est quelque chose que l'on a et parfois l'ignorer lui permet d'exister parce qu'en ce moment-là, on lui trouve des justifications. Alors, le temps est tellement passé tellement vite qu'on ne l'a pas vu filer. On va peut-être parler de ton écriture, parce que finalement, tu es un écrivain et tu fais de la poésie. C'est une pièce de théâtre, mais qui est un peu un mélange des deux. Il y a un truc superbe que j'ai noté, que j'aurais pas vu, que je n'ai pas vu d'ailleurs à la première lecture. Il m'a fallu revenir dessus pour le voir. Je vais le livrer à nos téléspectateurs. C'est quand tu dis « Béni, ville maudite ». En fait, le jeu de mots, il est là, il est trouvé. On parle de béni, qui en réalité veut dire, enfin ne veut pas dire, mais quand on voit béni, on voit béni. Ça aurait dû être un espace béni des dieux, mais en réalité, c'est une terre qui respire une forme de malédiction. Et ça, c'est, je veux dire, dans la tripe, dans l'âme littéraire, effectivement. Et on note aussi que dans ton écriture, il y a un tas de vocabulaire qui est très poussé, au point qu'on se dit, mais est-ce que finalement l'écrivain n'est pas en train de faire l'étalage de son savoir, de son vocabulaire? Mais j'ai noté, effectivement, je ne sais pas si tu l'as ressenti de la même manière, qu'il y a un vocabulaire qui est très poussé, très fouillé, et qui intéresse effectivement les vrais lecteurs. C'est pour ça que le personnage est un poète. On suppose une certaine érudition. Mais c'est en même temps un coupeur de tête. Oui, donc bien sûr. C'est paradoxe, le paradoxe total. Paradoxe total. Alors, par rapport à ça, on va finir par là, avant d'accorder une dernière question à Madi. Mais l'écrivain en lui-même, aujourd'hui, c'est un livre qui est à la portée de tout le monde. Et d'ailleurs, tu as une séance de critique littéraire au niveau de la clinique littéraire de Kinshasa. Est-ce que quand on a écrit un livre comme celui-là, on redoute la critique? Un livre aussi cruel, il faut aussi le souligner. Bon, enfin, pas par... Bon, peut-être que je n'avais pas la même posture au début, mais moi, je pense qu'il y a deux sortes d'écrivains. Il y a ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent dès le départ. Ceux que tu trouves dès leur premier livre. Et puis, il y a ceux qui se construisent. Et moi, je pense que je suis quelqu'un qui me construit. Je suis venu à la littérature officielle, on va dire, assez tard. On va dire déjà homme. Mais je pense qu'en tant qu'écrivain, je me suis accompli au fil des années. Je continue encore à le faire. Et donc, du coup, pour moi, je pense qu'un livre, ça ne se défend pas. Quand il est déjà sorti, il appartient à ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas. Et voilà, il se trouve là-dedans. Après, on peut s'expliquer. Je crois qu'on doit ça aux auteurs, aux lecteurs de temps en temps, c'est s'expliquer. Mais pas se défendre. Donc, la critique n'est pas un problème en soi. Moi-même, je suis parfois très critique, et pas qu'en littérature, que ce soit en musique. Je dis facilement que je n'aime pas, je déteste, c'est affreux. Même des gens que j'aime beaucoup, Fally par exemple, que j'aime beaucoup, j'hésite pas à dire que telle chanson c'est n'importe quoi, il a raté et tout ça. Donc il y a pas de crainte de la critique. Mais par contre, pour parler du style, il y a forcément un peu un étirement parce que il y a mes influences. Autant je suis un fan absolu, mais pas fan, si c'était une religion, je suis de la religion césarienne avec un côté recherché, le mot, on va dire, scientifique d'un insecte qui va chercher dans les traités d'entomologie ou quoi. Il y a aussi Lomboumé, dont je suis l'éditeur, qui va aussi dans ce cadre-là. Mais autant j'aime aussi une poésie, on va dire, un peu plus dans l'émotion, comme Neruda, par exemple. Autant que je suis un peu le slammer que je suis avec des jeux de mots un peu faciles. Par exemple, pour Béni, je critique moi-même. Je dis, c'est facile comme jeu de mots, Béni, ville maudite. Mais on a le droit d'être tout ça à la fois, en fait. Je déteste les injonctions à choisir, à être dans une case. Pendant très longtemps, je me suis contenu
J'ai contenu ma part artistique parce qu'il fallait que je sois l'avocat en cravate. Et puis un jour, j'ai dit basta, j'ai enlevé la cravate. Et voilà, j'essaie de trouver l'équilibre. Mais les injonctions, que ça soit stylistique, que ça soit dans la vie de tous les jours, j'aime pas beaucoup. Et je pense que c'est mieux comme ça. Alors, Madi, je vais te laisser l'honneur de la dernière question avant de conclure cette émission. C'est quand la suite? Parce que finalement, le poète, c'est pas si il va faire un break-in, il va s'évader de prison. Ça nous laisse sur notre soif. Oui, c'est ça. Bon, entre Bateky Mboka et le poète, il y a eu presque 5 ans. Peut-être dans 5 ans, on verra bien. Mais c'est des sprints, si on veut, les pièces de théâtre. Et donc, je suis en train d'essayer mon souffle dans le roman. Donc, j'espère que le prochain, ça sera un roman que j'ai commencé il y a très, très longtemps. Donc, on va le laisser 14 naître. ans comme le Seigneur des Anneaux. Mais ça fait quand même longtemps. On va dire la première phrase, je pense avoir écrite aux environs de 20 ans quand même. D'accord. Alors, on va terminer par là. Peut-être as-tu un dernier message pour tes lecteurs, en tout cas ceux qui t'ont déjà lu et ceux qui vont te découvrir à travers cette émission. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire par rapport à ton œuvre, pour terminer? Bon, vraiment de le lire. Et l'avantage, c'est qu'il est court. En général, on abandonne un livre qu'on n'aime pas au bout de 30, 40 pages. L'avantage, c'est que ici, quand vous arrivez à la 30e, 40 pages, si vous n'aimez pas, vous l'avez déjà terminé. Donc, du coup, lisez-le. Après, si vous êtes frustré d'avoir lu quelque chose que vous n'avez pas aimé, vous avez le droit de le dire dans toutes les langues et avec tous les mots du vocabulaire. Tata, c'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau. C'est passé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps d'aborder toutes les thématiques, mais qui sait, on reviendra. Probablement. Ah, il faut que tu me promettes que tu seras là. Moi, je suis là. C'est pas facile de mettre la main sur toi. C'est lui qui voyage, moi je suis à domicile. En tout cas, c'était un plaisir. Merci à vous d'être. C'est moi qui vous remercie. C'est déjà un plaisir d'être lu. Je pense que si le côté dur de l'écriture, les nouilles blanches, le regard un peu sévère de madame trouve de la valeur, c'est quand on a été lu. Ouais, et on en connaît la cause. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous savoir nombreux à suivre cette émission. On reviendra la prochaine fois avec Tata, avec Madi, pour d'autres émissions plus élaborées. Entre-temps, vous connaissez la recommandation? Lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Puis la dernière, dans l'amour du livre, oser l'infidélité. Tout à fait. Merci et à bientôt.